Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'être avec Joachim Pastor pour parler de son nouvel album et de plein d'autres choses. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. C'était comment la DE? C'était court, parce que moi, la DE, il y a 15 ans, il y a 10-15 ans, quand j'y allais, je faisais la semaine entière. On faisait 3 festivals par nuit. Ouais. Et c'était bien mouvementé. Et maintenant, je suis vieux, un peu, je suis plus vieux. Et donc là, j'y suis allé samedi et je suis reparti le dimanche. Tu vois, j'ai quand même fait des grosses soirées samedi, mais moi, j'ai joué à ma soirée. Après, j'ai fait quelques trucs. Mais c'est pas comme avant, tu vois. Ouais, mais bon, ça préserve aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'en parlais avec les autres. Là, tu vois, on commence déjà. Tu me poses une toute petite question, on parle. Mais j'en parlais avec les autres. Avant, il y avait un espèce d'engouement. Tu allais à la DE, c'était un truc de fou. Truc que t'attendais pendant des mois. C'était comme aller à Disneyland, tu vois, quand t'es enfant. Tu vois. Et là, maintenant, c'est un peu, bon, bah vas-y. C'est pas que t'as fait le tour, mais quand ça fait 15 ans que tu y vas Je veux pas faire le mec blasé, hein, pas du tout. Je suis content d'y aller et tout. Mais c'est vrai que, je sais pas. Faudrait peut-être que je fasse ma propre soirée ou qu'on fasse un truc, tu vois, peut-être avec Pacte ou peut-être avec le nouveau label ou quoi. Là, on va voir ce qu'on va faire. Mais ce serait bien de faire un petit truc quand même pour redonner un peu du... Ouais, de l'envie de... Ouais, voilà, un nouveau challenge ou un nouveau truc. Enfin, je veux pas dire que l'ADE n'est plus un challenge, mais en tout cas, voilà. Non, mais je comprends. Il y a une espèce de lassitude quand il y a quelque chose que tu fais 15 ans de suite. Au bout d'un moment, t'es moins excité que quand c'est les premières fois que tu y vas, quoi. Et même pour les pros, hein, on en parle tous entre nous, c'est moins... Peu... On envoie les jeunes maintenant. J'ai envoyé mes... c'est ça. Moi, je le vois avec la team. Alors, on est là pour parler de ton nouvel album, Phantom Grid. Superbe, déjà, je te l'ai dit. Je l'ai encore réécouté ce matin. Il y a 10 titres, hein, c'est ça? Ouais. Pourquoi ce titre, déjà? Phantom Grid, je trouve que ça va bien avec le concept général, avec les thèmes un peu que j'ai essayé d'aborder. Et en gros, Phantom Grid, on pourrait traduire ça, si on devait traduire ça, ça serait un peu comme la grille, alors la grille dans le terme de logique. Okay. Tu vois, comme la logique invisible de notre monde, quoi. Tu vois, donc en gros l'architecture derrière tout ce qu'on vit, tu vois, mais qu'on ne perçoit pas forcément, donc d'où le côté fantôme un peu. Je comprends. T'as vu ça un peu? Ouais, c'est aussi perché que toi, quoi. On est dans une époque où on favorise les hippies ou les tracks qui sortent en rafale, etc. Qu'est-ce qui t'a donné encore l'envie, parce que c'est pas ton premier album évidemment, de refaire un album en ce moment-là? En fait, je me rends compte, tu vois, avec l'expérience, que moi j'ai vraiment besoin, pas que dans la musique, mais dans la vie, tu vois, j'ai toujours besoin qu'il y ait un but, tu vois, que les choses aient un sens. Mm-hmm. Et c'est assez difficile pour moi de faire de la musique enfin, j'en fais, mais tu vois, de vouloir dire, ok, je vais sortir une musique, il faut qu'elle soit une bonne musique, tu vois. Qu'est-ce qui détermine une bonne musique, enfin, tu vois. Et c'est vrai que c'est important d'avoir, j'aime bien avoir un concept, une DA, tu vois, me mettre un peu dans un moule. Oui. Enfin, tu vois, me donner un guide, ou enfin, je sais pas, avoir un contexte pour créer, ça me motive, et peut-être qu'à la fin, les gens vont écouter ça sans se soucier du concept, pas de problème. Mais en tout cas, moi, pour la création, j'aime bien avoir un but, quoi, tu vois. Et c'est un peu dans tous mes projets. Quand je fabrique quelque chose, il faut toujours qu'il y ait un but. Ouais. J'ai du mal à faire quelque chose comme ça, sans but. J'ai l'impression de perdre du temps, presque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu une sensation d'inefficacité. Ce qui est un peu bien sûr. Tu vois, dans de l'art, c'est un peu bizarre, mais non. J'aime bien quand le concept... Et fini aussi, ouais. Quel track a été le plus difficile à faire, cet album? Difficile à faire, je sais pas. Je pense certainement le Phantom Grid. Le premier. Ouais, en fait, parce que c'est un de ceux où j'en ai fait je sais pas combien de versions. Enfin, souvent, c'est mauvais signe. Tu sais, quand tu fais bon, lui, ça va. Et je l'ai joué en live beaucoup. Enfin, celui-là, je l'ai beaucoup raffiné. D'accord. J'en ai fait plein de versions, plein de trucs. J'ai essayé d'améliorer, machin. Mais en général, quand tu fais de la musique, quand tu fais de l'art, quand c'est très très long, quand c'est très réfléchi, c'est mauvais signe. Ce qui est un peu antagoniste avec ce que je te dis avant, où j'ai besoin de réfléchir. Ouais. Mais c'est vrai que la partie vraiment création pure, il faut que ce soit un peu instinctif. Okay. Et c'est là que je pense que tu trouves le meilleur de toi-même, la meilleure inspiration, c'est quand c'est instinctif. Et je le remarque souvent, les tracks, en tout cas que moi je préfère, c'est ceux que j'ai fait le plus vite. Tu vois, où j'ai posé l'idée, j'ai fait presque la structure tout en une après-midi.
Parce que c'est un peu magique, tu vois, ça vient tout seul. Un speed, et si ça vient tout seul, ça veut dire que c'est vraiment toi. Enfin, tu vois, à partir du moment où c'est comme si tu avais deux personnes. Tu vois, tu as ton inconscient et ta conscience. Ton inconscient veut faire quelque chose qui va vraiment te ressembler. Et ta conscience te dit, ah non, attends, il vaut mieux, attends, ça, il faut mieux que ça sonne un peu comme ça ou ça. Tu vois, qui va commencer à te jouer des tours. Et à la fin, ça te ressemblera moins que si tu as un peu laissé, entre guillemets, ton inconscience faire le truc. Bon, c'est un peu... Non, je comprends, d'accord. T'es aussi parolier de ton Ouais, là, tu vois, pour une fois, j'ai fait... Donc là, j'ai fait toutes les paroles sauf un track. Ah. Je tiens à dire. Parce que c'est vrai que dans le petit documentaire là, qu'on a fait, ça a été coupé au montage. En fait, le track Happy Now, c'est un track que j'avais fait avec Diana Miro, donc là, qui fait un nouveau projet sous le nom de 88 Birds. D'accord. Et donc, elle avait fait, c'est la seule, dans l'album, c'est la seule voix qui n'est pas IA. Et c'est les paroles c'était les paroles qu'elle avait écrites. Et c'est pour ça qu'à la base, je voulais ce track-là à la fin. Et en plus, il a un côté un peu nostalgique, un peu happy now, tu vois. Est-ce que c'est bon, t'es content, tu vois. Et le track arrivait à la fin, après tout ce truc avec de l'IA. C'était un peu ça, le concept. Bon, voilà. mais à part ce track-là, j'ai écrit tous les tracks, toutes les paroles. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Alors, je ne l'ai pas fait avec l'IA. Je n'ai pas dit à ChatGPT, vas-y, écris-moi des paroles. Mais j'ai fait un truc un peu bizarre. Vas-y. C'est que, bon, j'avais des thèmes, tu vois, qui me plaisaient. Mais je me suis aussi dit, vas-y, écris juste ce qui sonne bien. Ouais, donc, la poésie un peu. N'essaye pas forcément. Parce que, tu vois, j'écoute pas mal, par exemple, de Modérate, tu vois. Et des fois, tu lis les paroles de Modérate et tu dis, mais... ça n'a presque aucun sens, tu vois. Mais par contre, c'est cool, tu vois. Il y a un côté un peu cool, un peu. Et je me suis dit, vas-y, fais pareil. Si tu mets des mots, si ce mot-là, il vient instinctivement, il te vient, c'est que c'est cool, tu vois. Et donc, des fois, il y a certains trucs où il n'y a pas trop de sens. Mais après, quand tu cherches un peu, il y a la phrase d'après qui, elle, vient donner le sens à ça. Mais en tout cas, je l'ai écrit, pareil, de manière un peu instinctive. Et au final, j'étais hyper content de ce que j'avais fait, tu vois. Ouais, c'est super cool. Donc, bon, voilà. Mais c'était un peu... c'est un peu bizarre la manière de le faire, mais... Ouais. C'était assez cool. Et les voix, c'est de l'IA, du coup. Ouais, donc en fait, les voix, donc c'est moi qui chante les top lines. Ouais. et ensuite, j'ai utilisé plusieurs logiciels, plusieurs trucs. Enfin, c'était vraiment une usine à gaz, un bricolage total. Parce que j'ai fait ça il y a 1 an et demi. Tu vois, ça va vite. Donc là, il y a déjà eu d'énormes progrès. Mais il y a 1 an et demi, il y avait déjà moins de trucs. Tu avais moins de séparation, de stem, de trucs comme ça. Et donc, en fait, je chantais la top line. Ouais. Donc, pour les béotiens, la top line, c'est la mélodie. C'est la manière dont on va chanter le truc. Donc, c'est la mélodie, le rythme des paroles. C'est ça, une top line. Donc, moi, je chantais la top line. Et ensuite, j'avais l'IA, enfin, des logiciels. Donc, par exemple, Audimi, c'est un des trucs que j'ai utilisé le plus au début, qui me changeait qui me changeait la tessiture, la voix, comme si c'était quelqu'un d'autre qui chantait. Femme, hein avec une femme, avec un homme. Des fois, il y en a où c'est des espèces de mix. Il y a des trucs où j'ai mélangé plein de voix différentes. Enfin, un peu bricolage, mais en tout cas, c'est pas, c'est pas ma voix. D'ailleurs, quelqu'un me disait dans les commentaires, ça serait bien que tu nous sortes les prises audio. Et franchement, j'en ai quelques-unes que j'envoyais à la team là. Genre écoutez et tout, et donc j'envoyais les premiers jets où je chantais, et après où c'était fait par IA, et c'était assez marrant, tu vois. Faudrait peut-être que j'envoie quelques trucs comme ça, je pourrais peut-être les poster, ça serait marrant. Ah ouais, tu chantes bien? Non, en fait, je chante relativement juste, mais j'ai pas une voix, je sais pas. Je pense que si je chantais bien, il faudrait que ça soit un peu genre super grave. Oui, tu vois, avoir un peu crooner et tout. Enfin, je sais pas comment dire. Et ça se marie pas très bien avec la musique qui est déjà très chargée en basse. Ouais, mais c'est vrai. C'est pas ton métier aussi. Hein. Ouais, voilà, je suis pas chanteur. Je sais pas. Non, c'est pas ouf. C'est déjà bien. C'est quoi ta vision de l'IA, justement? Parce que tu l'as pas mal utilisé pour les voix, mais il y a pas mal de discussions autour de l'éthique, de l'art, etc. Alors, et puis moi, je l'ai aussi beaucoup utilisé ça fait 2 ans et demi. Ouais, j'ai un serveur Stable Diffusion. Enfin, je m'étais fait une machine de guerre là, à la maison d'ailleurs, que mes potes utilisent, que mes collègues, je sais pas si on peut dire collègues, mais j'ai plein d'amis qui utilisent ça. Ils me disent, ouais, est-ce que tu peux allumer le truc ce matin? Parce que j'ai besoin de faire des trucs. Donc, je l'allume et puis ils peuvent bosser dessus, tu vois. C'est un truc de graphisme. Enfin, tu vois, c'est Stable Diffusion. Bon, bref. Mais donc, j'utilise ça depuis un bout de temps. C'est vrai que moi, j'adore. L'IA. Mais je sais que c'est très dangereux, en fait. Enfin, tu vois, moi, j'adore ça, je m'en sers tout le temps, parce que je vois ça,
même que ça soit ChatGPT ou Cursor, tu vois, Cursor c'est un logiciel de codage, tu vois, mais que j'utilise aussi, ou Claude, ou peu importe. Enfin bon, j'ai pas mal de trucs comme ça. Je m'en sers beaucoup. C'est comme avoir je sais pas, c'est comme avoir un pote à qui je peux parler et qui comprend, tu vois, il comprend tout ce que je veux lui dire et puis il sait à peu près quand me répondre. Donc c'est vraiment bien. Pour la musique, ce qui se fait maintenant avec Suno et compagnie, c'est quand même hallucinant. Moi, je trouve ça ultra qualitatif. Et il y a plein qui disent ouais, c'est nul et tout. Mais non, je trouve que c'est ultra créatif, ultra. Alors, c'est créatif. On dit oui, mais ça copie. En fait, Suno, c'est la reproduction d'un cerveau humain. En fait, quand moi je fais de la musique que je fais aujourd'hui, c'est l'accumulation d'influences. De ce que j'écoutais quand j'étais petit, de ce que j'écoutais tu vois, un peu ce que je te disais, où ta conscience va essayer de dire, faut que tu fasses un truc comme ci, comme ça. Enfin, tu vois, c'est les influences. Et en fait, l'IA fait exactement ça. Elle prend des influences, sauf qu'elle prend des influences presque infinies. Et ensuite, elle va pouvoir reproduire ces trucs. Mais c'est un peu ce que font tous les humains. Un boulanger, s'il essaie de faire la meilleure baguette de sa vie, c'est parce que quand il était petit, il a goûté des baguettes. Il y en avait qu'il aimait, il y en avait qu'il aimait moins. Il savait ce qu'il aimait, il savait ce qu'il aimait pas. Et puis, il s'est mis à faire du pain. Et puis, donc, il essaie de calibrer son pain sur sa vision de ce qu'il aime. Tu vois ce que je veux dire ? Et l'IA fait un peu pareil. Elle écoute plein de musique, elle écoute plein de trucs qui marchent pas, j'en sais rien. Et ensuite, tu lui dis, fais-moi du rock. Et donc, elle va chercher dans ses influences et te refaire du rock, tu vois. Donc, en fait, l'IA, c'est exactement ce que fait un être humain, mais à une échelle avec une puissance de calcul et de mémoire presque infinie, quoi. Donc voilà, donc déjà, l'IA, c'est pas un espèce de truc magique qui vient voler, je sais pas quoi. En fait, c'est comme c'est comme un humain super puissant. Ensuite, ça fait peur parce que même si tu t'en sers moi, je m'en sers comme un outil. Un outil de ma création. Là, on part sur une réponse très longue, je suis désolé. Là, je m'en sers comme un outil de ma création. Donc, c'est comme un marteau, tu vois, tu as un nouveau marteau super perfectionné qui t'aide à implanter les clous super facilement. Bon, d'accord. Donc, tu peux t'en servir comme un outil. Mais bon, il faut quand même que la création vienne de toi. Si ça devient de l'IA où je clique sur un bouton, J'en parlais à une interview il n'y a pas longtemps. Tu vois, les ghost productions, il y a beaucoup de DJ très connus où les gens ont l'impression, c'est la musique de machin, c'est le nouveau track de machin. Le mec n'a pas mis les pieds en studio, n'a rien fait, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, quelle est la différence entre un ghost producer et une IA, tu vois? Enfin, il y a presque, non, mais... et Suno, quoi. Alors, ce qui est dommage, c'est que Suno peut prendre le taf du ghost, quoi. Donc, mais en tout cas, en termes de crédit, en termes de, je sais pas comment dire, mais tu vois, il y a plein d'artistes que les gens adorent, ou même des artistes connus, tu sais, de pop. Tu vois, t'écoutes Metallica, t'écoutes machin, tu te rends compte que les paroles, il y a 4 auteurs qui ont fait les paroles, la production, ils sont 3, le mixage, il y a 2 mecs, le master, à la fin, tu regardes les crédits, tu vois le truc, il y a genre 18 personnes qui ont bossé sur le nouveau track EDM de X ou Y, tu vois. Donc bon, et tu te demandes si l'artiste principal a vraiment bossé, tu vois. Donc, c'est un peu un éternel débat, je ne suis pas le premier à voir ça, mais en tout cas, l'IA, c'est intéressant parce que je trouve que ça a quelque chose à dire dans ce débat. Tu vois. Donc, est-ce que l'IA va tout prendre ? Oui, potentiellement, oui. Franchement, moi, je pense vraiment que dans quelques années, tu vois, là, je fais de la musique, mais je sais pas, tout devient obsolète de toute façon, tu vois. C'est comme... je sais pas, avant, tu avais une calculette, tu vois, tu avais besoin de calculer un truc, tu avais ta calculette, quoi. Puis après, il y a les téléphones qui ont fait calculette. Les mecs qui vendaient des calculettes, ils ont mis la clé sous la porte, tu vois ce que je veux dire. Mais tout le monde s'en fout. Je sais pas si c'est pareil avec l'art, mais en tout cas, quand tu vois la facilité avec... là, on est au balbutiement de l'IA. Si demain, je sais pas, quelqu'un a besoin de faire de la musique pour un film, est-ce qu'il va pas carrément dans son logiciel de montage, et d'ailleurs, ça existe déjà, je sais pas si c'est dans Resolve ou Adobe Premiere Pro, mais il y a déjà des trucs où tu peux demander à de l'IA de faire un peu de la musique à l'image, tu vois. Et donc, tu dis, je veux une musique un peu comme ça. Ou tu vois, sur YouTube. YouTube, tu sais, avant, il y avait des banques. C'est des banques gratuites, des banques de libre de droit, un peu YouTube. Donc, toi, tu entends toujours les mêmes musiques. Et là, ils vont te dire, pas de problème, vous avez notre IA, tu veux une musique un peu rêveuse, tu tapes un peu rêveux, hop, ton IA te fait une musique, ton espèce de Suno local sur ton logiciel va te faire une musique. Et puis voilà, donc en gros, il y a quand même un remplacement qui va être fait. Je pense pas pour... donc je sais pas où ça va nous mener, mais en tout cas...
je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Mais moi, tu vois, je suis le premier à l'utiliser. Oui. Mais je sais que moi, j'adore parce que ça m'a donné un boost de créativité. J'ai adoré, tu vois, écrire des trucs, chanter. Enfin, tu vois, c'est des nouveaux outils super, mais c'est toujours comme d'habitude à double tranchant. Ouais. C'est des outils super, mais en même temps, mais exactement pareil que le mec, tu vois, qui a, enfin, je sais pas. Toute évolution, il y a forcément c'est forcément à double tranchant, quoi, tu vois. Avant, il y avait des chevaux dans Paris, tu vois. Maintenant, il n'y a plus de chevaux, il y a des voitures, tu vois. Et puis peut-être que dans 100 ans, il y aura autre chose. Et on dira, oh là là, tu te souviens quand il y avait des voitures. T'as pas peur qu'il y ait une uniformisation de la musique? Parce que moi, je le vois dans le journalisme, je le vois comment les textes sont écrits par les IA. Je reconnais. Tu le vois aussi, voilà. On est tous tombés dedans, on a essayé, voilà. Mais on le voit et c'est... Et tous les textes que je vois sur les réseaux des médias, etc., tout est uniforme, tout est lisse, tout est la même manière. Est-ce que tu penses que ça peut aussi... Alors, j'ai envie de te dire oui. Ouais. Mais si on regarde un peu rationnellement, avant que l'IA, donc avant 2021, on va dire 2022, où ça a commencé un peu à péter... Avant ça, il y avait déjà une uniformisation de la musique. Et en fait, moi, j'appelle ça la mode. Oui. La mode, c'est une uniformisation, tu vois. Il y a 80 ans. Dans les années 80, avoir une coupe mulette, c'était ultra à la mode, tu vois. Tout le monde avait ça. Tu regardais ça en 2005, tu disais, oh là là, les ringards, mais qu'est-ce que me faut être zinzin pour faire ça? Et là, ça redevient la mode, tu vois. Donc, en fait, les modes... la mode uniformise, quoi. Et vu que l'être humain a besoin de se sentir en phase avec ses congénères, bah, il s'uniformise un peu de lui-même. Donc, je ne sais pas si l'IA uniformise ou pas. En fait, on peut le voir dans ce sens-là, c'est que vu que l'IA reproduit un comportement humain, elle aura tendance à uniformiser un peu. Si tu veux que ton IA te fasse de la techno et qu'il y a un genre qui est très à la mode ou quelques artistes qui sont très à la mode que tout le monde écoute, bah, instinctivement, l'IA va avoir tendance à te faire ça, tu vois, puisqu'elle va dire, bon, bah, ça, c'est les grandes lignes. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas comment dire, mais... Populaire, quoi, oui. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas. Peut-être que... Je pense que ce qui uniformise, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a pas beaucoup de services. Donc, tu vois, par exemple, tu as ChatGPT. Et on va dire ChatGPT, il a une direction artistique. Même si ce n'est pas une direction artistique, mais on va dire qu'il a une personnalité. On peut dire que la personnalité, c'est un peu une direction artistique. Tu vois. Et en fait, je pense que si tout le monde utilise ChatGPT, bah, il y a une uniformisation. Mais si tu demandais à Sonnet de te faire la même chose, il te le sortirait complètement différemment. Tu vois. Et donc, peut-être... Donc, ouais, mais bon, oui, en effet, il y a quand même une uniformisation. On spécule, là, de toute façon. Hein, mais, voilà. Mais bon, il y avait déjà de l'uniformisation avant que l'IA arrive. Il y avait déjà des modes et puis c'est pas la première fois. Avant que l'IA arrive, on était, tu vois, t'avais quand c'était Afterlife qui était super à la mode, tout le monde faisait du Afterlife. Et puis quand c'était X qui était à la mode, tout le monde fait tu vois. Donc en gros, les gens ont tendance de toute façon à suivre la mode. Ouais, c'est un peu ça. Il y a toujours eu une espèce d'uniformisation jusqu'à ce que ça devienne une overdose et que tu dis, vas-y, c'est bon, j'en ai marre de ça. Et puis on part complètement sur autre chose. Quoi, vois, donc, mais bon. On verra. Ouais. T'as vu, c'est des longues réponses. Non, mais c'est cool. Tu me fais réfléchir aussi, donc c'est sympa. Comment tout le monde dort. Non, arrête. Comment on en vient à bricoler ces machines? J'ai vu que tu faisais aussi tes subs ou t'en... Ouais, je fais tout, moi j'adore. Comment, depuis toujours ou... c'est... Ouais, depuis toujours. En fait, j'ai toujours... J'aime bien faire des trucs, en fait, tout simplement. En fait, ce que j'aime le plus, c'est apprendre des nouveaux... Apprendre. Moi, j'aime apprendre, en fait. Okay. Et donc, j'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. J'aime bien... j'ai l'impression que mon cerveau, c'est un peu... Enfin, même si là, je perds un peu la mémoire, mais j'ai l'impression que mon cerveau, c'est une bibliothèque, tu vois, et qu'il faut que je le remplisse, tu vois, de savoir, quoi. Ouais. Et donc, en fait, j'adore faire des nouvelles choses. Ouais. Et c'est vrai que je me mets toujours des challenges, tu vois. Genre, il faut fabriquer tes subs. Après, bon, parlons des subwoofers que j'ai fait dans mon studio. Oui. Donc, j'ai passé, peut-être 2-3 ans à étudier l'acoustique, tu vois, comment ça marche, l'acoustique, parce que j'ai fait plusieurs studios, et il y a même des gens qui voulaient que je fasse leur studio après. Et donc, à un moment, je me disais, bon, il faudrait que je découpe les basses, il ne faudrait pas qu'elles sortent de mes enceintes de devant, il faut qu'elles soient placées à un certain endroit. Je me suis dit, je vais faire des subs. J'ai regardé pour acheter des subs, mais ça coûte, franchement, ils te vendent ça
Une fortune, alors que c'est juste franchement, c'est une boîte en bois avec peut-être une petite carte électronique et un haut-parleur, c'est tout. Il y a rien de spécial, quoi. Et donc en fait, pour 5 fois moins cher, j'ai pu me faire des trucs 2 ou 3 fois plus puissants, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, donc là j'ai commencé à étudier. Comment doit être la cavité acoustique, comment doit être ceci, comment doit être ça. Donc, il y a un peu un travail de recherche. C'était avant que l'IA soit accessible, je tiens à le dire quand même. T'as des vraies recherches, quoi. Et puis voilà, donc j'ai fait mes subs. Et puis, tu vois, là, j'ai fait une vidéo, j'ai sorti une vidéo sur ça il y a un mois, mais les subs, je les ai fait il y a 4 ans, tu vois. Enfin, c'était d'accord, ok. C'est pour ça que j'ai pas la même coupe de cheveux. Mais j'avais encore un peu plus de cheveux à l'époque. Donc voilà, donc moi j'adore faire des trucs. Donc d'où ça me vient, je sais pas. L'envie d'apprendre, l'envie de faire des nouveaux trucs, l'envie d'être fier d'un projet, tu vois, de mener un projet de A à Z, de dire waouh, ça paraît impossible, mais tu vois, de me forcer d'y aller. Donc là, un des gros projets récemment, c'était les contrôleurs MIDI. J'avais déjà fait des contrôleurs MIDI, j'avais commencé à essayer d'en faire il y a 12 ans. Un contrôleur MIDI, on appelle ça MIDI, c'est le nom du protocole, c'est quelque chose qui va permettre de contrôler le logiciel, avec lequel on fait de la musique. Donc, c'est un peu comme DJ, sauf qu'au lieu d'être DJ avec des platines, on contrôle un logiciel, celui avec lequel on fait de la musique. Donc, les contrôleurs, j'avais commencé à en faire il y a 12... Le premier que j'ai fait, ça doit être au moins il y a 15 ans. Mais c'était des trucs très, très basiques. Et puis, des fois, ça marchait pas. Enfin, bon, c'était pas ouf. Et au fur et à mesure des années, j'ai acquis plein de connaissances, tu vois, que ça soit de l'impression 3D, du fraisage, du codage, plein de trucs. Et là, récemment, je me suis dit, vas-y, on avait un projet et je me suis dit, il faut que je fasse des contrôleurs. J'avais commencé à en faire pour moi et je voulais faire un truc ultra digne de ce que tu trouves dans l'industrie, quoi. Et j'ai dû bosser 7 mois presque intensifs dessus, en plus des enfants et puis des enfants et des tournées, mais j'ai fait que ça et là je suis hyper fier de ce que j'ai fait, quoi. Franchement, c'était un truc de fou, quoi. C'était un projet de fou. Enfin, franchement, les gens qui sont un peu dans le milieu, tu vois, qui sont dans le design ou dans l'électronique, dans les trucs, ils savent que c'est un truc de fou, quoi. C'est incroyable. Et c'est ce que tu as fait aussi pour Pacte? En fait, les contrôleurs que j'ai fait là, donc en fait, t'as un gros contrôleur noir là, avec une tonne de boutons, une matrice et tout. Ça, c'est le truc qui était vraiment ultra horrible à faire. Prototypage d'aller-retour en Chine à l'usine et tout. Un bordel. Mais et puis 7000 lignes de code. Tu vois. Moi, je fais pas du code, c'est pas mon métier, tu vois. Mais bon, donc j'ai dû me démerder. Mais tu l'as fait quand même. J'ai tout 100% fait maison, donc une horreur, quoi. Mais ça, c'est les contrôleurs que j'utilise en perso et qu'on utilise pour Pacte. On en a un chacun. Mais pour Pacte, j'ai fait aussi des contrôleurs. Par exemple, le gros contrôleur assez simple, là, avec 5 boutons là, pour le public. Ce contrôleur, là, je l'ai fait en une matinée. Donc, tu vois, en fait, à l'intérieur, c'est très simple. Il y a 5 potards. Tu vois, donc, tu as une petite carte sur laquelle les trucs arrivent. Le code, il doit faire 160 lignes. Tu vois. C'est hyper simple. C'est 5 potards. Ça n'a rien à voir avec le truc avec les encodeurs, la matrice, le remote script qui doit être branché sur Ableton pour les. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir. Et ce truc-là, je l'ai fait. J'ai pris une tôle que j'ai pliée. Parce que j'ai un atelier de carrosserie chez moi aussi, donc j'ai pris une tôle que j'ai pliée, j'ai fait les trucs en impression 3D sur les côtés, j'avais fait le design avant, tu vois. Et puis percer 5 trous, mettre 5 potards, je l'ai fait, mais c'est pas une blague, je l'ai vraiment fait en une matinée. J'ai dit au gars, vas-y, je me lance sur ça, et il marche bien. Ouais, c'est 5 boutons. Oui, ok. Alors que l'autre, t'as 800 diodes qu'il faut faut les alimenter. Il faut, tu vois, faut réfléchir à tout un tas de trucs et puis il faut que tout rentre dans le. Dans la l'autre, taille. sur ma carte, je sais pas, doit y avoir peut-être 1200 composants, quoi. Tu vois, on est sur un autre délire, quoi. Et puis des trucs qui coûtent cher, c'est quand tu les reçois, ça te coûte 1500 balles de prototypage, tu le reçois. Ah non, ça marche pas parce que j'ai oublié ça, parce que j'ai oublié ci, tu vois, parce que le design est tellement compliqué. Donc t'es là, ok, faut refaire. Donc tu as perdu un mois. Enfin, c'est une horreur, quoi, franchement. Mais t'es fier après, quand même. Là, quand ça marche, alors là, franchement, j'ai fait le taf. Et du coup, parle-moi de Pacte, ce projet où le public peut venir interagir avec vous. C'est ça. D'où ça vient? Alors, Pacte. Donc, en fait, c'est un projet que je fais avec Joris Delacroix et Théo. Et donc, en fait, on avait envie de faire un truc ensemble. Donc, on se demandait, est-ce qu'on refait un label? Est-ce qu'on fait... Bon, voilà. Et on s'est dit, ça serait cool de faire des dates, de commencer par faire des dates ensemble, des shows ensemble. Puisqu'en fait, moi, j'avais toujours les obligations vis-à-vis de Armada. Vu que mon album n'était pas sorti. Donc, je ne pouvais pas faire un nouveau label ou faire autre chose tant que l'album n'était pas sorti. Donc, on a dit, OK, on va commencer par faire un show, lancer un concept. Et moi, je leur ai dit, je veux bien qu'on fasse un show. C'était Joris et Théo qui ont vraiment lancé cette impulsion au début. Et quand je me suis vraiment mis à fond dedans,
Parce que moi, je suis long à démarrer, mais quand je suis à fond dans un truc, ça y va, tu vois. Donc, quand je me suis mis à fond dedans, j'ai dit, OK, on fait un show, mais il faut faire un show nouveau. On va pas encore faire le énième truc, vas-y, on met notre musique ensemble, on fait, tu vois, moi, on l'a déjà tous fait. Enfin, moi, je le fais avec Anto, machin, bon. Oui. Et donc, je me disais, en ce moment, tout le monde est toujours là, ouais, il faut être proche du public. Moi, je me rapproche du public, tu vois. Et je me disais, au lieu à chaque fois, c'est un peu des paroles, tu vois, les gens disent ça, je suis pour le public. Bon, et ben je suis venu, on fait ça littéralement. Et on fait un show dans lequel on fait des machines et les gens peuvent venir. Mais moi, je m'étais dit au début, on va peut-être voir comment on va upgrader ça. Mais moi, je voulais faire. Là, on a fait des machines, des trucs qui ressemblent à des vrais trucs. Oui. Moi, je voulais faire des trucs encore plus fous, tu vois, genre prendre une des idées que j'avais, c'était de mettre un manche, tu sais, les trucs de jeux vidéo, tu sais, les manches d'avion. Un joystick d'avion, tu vois, tu vois, partir dans des délires comme ça, mais à chaque fois que ce soit hyper ludique et hyper facile. La manière pour moi de voir si ça marchait, c'est que je le faisais essayer à mes enfants, qui ont 4 et 6 ans, et s'ils arrivaient à s'amuser avec pendant 30 minutes et qu'ils comprenaient direct comment ça marchait, c'est que c'était bon pour le public. Que c'est pour des mecs du public, ça va passer, tu sais, quand t'es en live, tu vois. Oui, bien sûr. C'est difficile de dire aux gens, de leur expliquer. Alors attends, parce que là, on part dans l'explication du truc, mais quand même, le projet, c'était donc que les gens puissent venir jouer de la musique avec nous. Oui. Et donc, le but, c'était de faire des shows, la plupart du temps, en scène centrale. Donc, la scène centrale, ça veut dire qu'on est dans le public, dans la fosse, en gros. Et les gens les gens qui sont entre guillemets au premier rang, enfin qui sont là, eux, ils peuvent venir toucher. C'est l'inverse de, tu sais, quand tu vois des vidéos où t'as un mec qui vient et qui touche, et tu sais, ça fait ça. Oui, ça coupe tout, ça emmerde un peu tout le monde, tu vois. Bah là, c'est l'inverse. C'est vas-y, viens et touche. Tu vois, fais-toi plaisir. Là, tu peux y aller, tu peux faire des trucs. Et ils ont un vrai contrôle sur le son. Il y a certains trucs qui peuvent littéralement couper la musique, tu vois. Donc, ils peuvent faire à peu près ce que nous on peut faire. Okay. On peut toujours prendre la main dessus et couper les trucs individuellement. Mais la plupart du temps, avant de couper, on laisse quand même. On veut pas que ce soit la cacophonie. Oui. Mais si on voit que quelqu'un va faire une connerie, on laisse un peu faire. Ouais. On va pas se mentir, c'est aussi marrant, même sur les réseaux ou quoi, d'avoir des gros fails, tu vois, de mecs. Et au moins, ça montre que c'est pas du fake. Oui. Tu vois, donc sûr. Ça donne une vraie pression et c'est quand même super cool. Au début, on pensait que les gens. On a fait la première au Badaboom. On pensait que les gens seraient un peu timides, tu vois, qu'ils auraient un peu peur ou quoi. Mais pas du tout. En fait, il y a eu une queue de fou. Je vais dire pourquoi on avait peur que les gens soient timides, parce que une semaine avant, 2-3 semaines avant, il y a Théo et Joris, ils avaient fait une date en Hollande et ils avaient dit aux gens de venir sur scène, je sais même plus pourquoi faire, et les gens avaient refusé, genre ils étaient tétanisés, tu vois. Oh là là. Et on s'était dit, bon là là, si ça se trouve, ça va être ça notre truc, quoi. Les gens, on se fait chier, on a bossé pendant 6 mois dessus, c'était une horreur. Et si ça se trouve, les gens ils vont être timides, ils vont pas vouloir venir. Et en fait, pas du tout. Ça a duré 2h30 et les gens faisaient la queue. Enfin, c'était trop bien. Ouais. Tu vois, donc, on s'est dit, bon, c'est cool. Celle d'après, c'était Fréjus, Madame Loyal. On avait fait Touquet Music Beach en deuxième date officielle. Enfin, tu vois, et ils nous ont booké avant même de savoir ce que c'était. Donc, ils nous ont vraiment fait confiance sur une énorme scène, tu vois. Alors là, on n'était pas en scène centrale, on est en scène linéaire parce qu'on peut pas, sur un Touquet Music Beach, on peut pas être au milieu de la foule. Mais donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est en linéaire et les gens viennent, ils sont un peu sélectionnés par le tourman, tu vois, qui dit vas-y, machin. Et puis les mecs les personnes viennent entre nous et puis moi j'aime bien quand ils sont à côté parce qu'au moins je peux leur parler, expliquer, vas-y, ça fait ça, tu vois, prendre la main des gens, vas-y, viens, on fait une montée ensemble, après tu te débrouilles et tout, enfin, tu vois. Donc voilà, donc le concept c'est vraiment ça. Ensuite ça va se décliner, on va faire un nouveau label, donc le label Pacte. Enfin, on a plein d'idées, plein de trucs, mais faut avoir confiance aux gens parce que là, on est dans une époque où il y a beaucoup d'abus sur le public. Alors, peut-être pas votre public, c'est ce que si je peux demander. Ouais, peut-être, c'est peut-être plus le public hard, etc., qui respecte rien, qui fait n'importe quoi, les verres sur les machines. En fonction de la drogue qu'ils ont pris, j'imagine. Non, c'est ça, non, je sais pas. Mais... etc. Il faut avoir une confiance assez sereine. C'est vrai, mais après, le truc, c'est que on a joué à 7 au Théâtre de la Mer. Oui. Parce que tu vois, c'est un espèce de théâtre. Alors, c'est pas, je sais pas, c'est antique ou pas, parce que c'est moderne, mais c'est très, très, très cool. Et c'est vrai qu'au tout début, il y a un mec qui avait dû boire beaucoup et qui est un peu tombé sur la table et qui a fait un truc un peu bizarre. Mais en fait, on a un tour manager qui est toujours là avec nous. Et lui, c'est le tour manager, mais durant le show, il est, tu vois, il fait un peu le tri et c'est le vigile pendant voilà, il est très, très bienveillant. Ils sont toujours très bienveillants. Mais voilà, si t'as quelqu'un complètement bourré ou si des fois t'en as qui veulent pas partir, ils sont là au bout de 10 minutes, c'est en mode bon, vas-y, laisse un peu la place aux autres, quoi. Mais donc on n'a jamais eu de problème, franchement. Et à chaque fois, des gens ultra enthousiastes, ultra contents. Il y en a qui sont un peu tétanisés, tu vois. Mais à chaque fois des bonnes expériences.
C'est super. Tu vois, à Touquet Music Beach, notre scène, je sais pas, devait faire peut-être 8000, tu vois. Et puis, donc, t'as des gens qui avaient juste pris leur ticket, enfin, qui sont comme ça, qui se viennent au festival, qui se retrouvent là devant 8000 à faire une montée, faire un drop. Et moi, je leur dis, vas-y, mets les bras en l'air. Enfin, tu vois, je leur faire vivre l'expérience complète, quoi, tu vois. C'est génial. Et là, la dernière qu'on a fait, c'était à Sonora, là, à Paris. Pareil, on a eu des super moments avec les gens. C'était trop bien. Ah ouais, là, c'est vraiment un rapprochement public-artiste, un vrai de vrai. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'on voulait. Ce que vous vouliez. C'était la vision du truc. La vision du truc, exactement ça. Autant pour Pacte, je vois la spontanéité sur tes lives à toi. Comment est-ce que tu arrives à avoir toujours une part de spontanéité? Parce que c'est quand même écrit, un live. Ah bah alors attention. Là, tu vas voir. Ah, vas-y, je t'écoute. Là, j'ai la botte secrète. Non mais donc la spontanéité. Déjà, moi, mon live, il change tout le temps. Tu vois, même si je joue des tracks que j'ai fait il y a 10 ans, le track n'a presque rien à voir. Tu vois, il est toujours, je suis toujours en création tout le temps. Et en fait, j'ai un live que je raffine depuis peut-être 10 ans, où en fait, tout est en... Ça va peut-être pas te parler à tout le monde, mais tout est en MIDI, en gros, donc je peux tout... Tu vois, c'est pas des samples, quoi. C'est des samples, mais ça dépend, les basses, les synthés et tout, c'est vraiment des synthétiseurs. Donc, je peux toujours changer. En fait, je peux changer les notes très, très facilement. Si j'ai envie de faire des variations, faire des trucs, je peux toujours tout faire très facilement. Mais c'est vrai qu'un live, souvent, tu as tendance à dire tel track s'enchaîne très bien avec tel track. Donc, tu prends un peu l'habitude de toujours enchaîner les trucs de la même manière. Et au bout d'un moment, tu te retrouves avec un peu toujours le même truc. Et donc, Anto avait eu l'idée d'un plugin il y a 2 ans où tu pourrais voir les clés des tracks. Donc, quel track va s'enchaîner bien avec quel track. Tu vois. Et donc, je me suis mis il y a 8 mois, peut-être 1 an, à faire des plugins Max for Live. Donc, tu sais, c'est faire mes propres plugins. Max for Live, c'est un système qui permet de faire tes propres plugins pour Ableton Live. Ableton Live, c'est le logiciel qu'on utilise. De base. Voilà. Et non, mais je dis pour non, mais t'as raison, parce que moi... et donc, là, je me suis dit, OK, je vais reprendre l'idée d'Anto, mais je vais la faire un peu à ma manière. Et donc, en fait, j'ai fait... Et donc là, maintenant, moi, je l'utilise en live. Anto l'utilise. Là, il a dû faire une 50aine de dates avec. On n'a jamais eu de bug. Parce que je pense que je vais le partager, ce truc-là, après. Mais là, il est toujours un peu en test. Donc, je veux que ça soit parfait. Et donc, en gros, c'est un plugin qui te fait une liste de tes tracks, des tracks du live. Tu peux déplacer, au lieu de descendre dans ton live en faisant flèche du bas, tu peux déplacer, genre instantanément passer d'un track à l'autre. Bon, je vais pas te faire toute la démonstration, mais le truc fou avec ce plugin, c'est que quand tu lances un track, en gros, il va te montrer instantanément quel autre track dans ton live va être une transition parfaite. Oh là là. Et, donc, et la liste, elle est dynamique parce qu'en gros, ça te met en vert clair tout ce que tu peux choisir les couleurs, mais ça peut te mettre en vert clair tout ce qui est parfait, vert foncé ce qui passe, rouge ce qui passera pas, et jaune ce qui est une énergie plus ou énergie moins. Bon, peu importe. Mais en gros, donc en gros, maintenant, quand on joue, on n'a plus du tout une tracklist. Tu vois, donc tu explores toujours et c'est cool parce que tu fais des nouveaux enchaînements. Tu dis, ah ouais, ça va aller bien avec ça, boum, et donc tu fais des nouveaux enchaînements. C'est rien de nouveau pour les DJ qui ont l'habitude de ça avec, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, il y a un truc pour les DJ pour faire ça, pour qu'ils peuvent voir les enchaînements. Bon, mais en live, ça se fait pas trop. Et moi, l'avantage, c'est que là, voilà, je peux sélectionner un track. Si je suis à la fin d'un track, je peux sélectionner un track, j'appuie sur un bouton et boum, ça lance automatiquement la suite. Enfin, hyper raffiné, hyper cool. Et pareil, ce plugin, ça a été une bonne galère. Il doit y avoir un JavaScript avec 2000 lignes de code dedans. Enfin, une atrocité, quoi. Mais par contre, il marche et celui-là, c'est vraiment un game changer. Donc là, récemment, je me suis mis à faire plein de plugins. Et donc ça, c'est un des trucs pour revenir à ta question, après cette longue parabole. C'est super intéressant. Pour revenir à ta question, ça, c'est un des trucs qui rend les lives excitants. Tu vois, où tu peux faire, en plus de souvent changer le live, là, chaque show est vraiment complètement différent parce que tu peux tester des enchaînements. Et Anto et moi, on joue souvent en live. On essaie de faire 3-4 dates par an, de ne pas en faire trop, mais ensemble. Oui. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'avant, on faisait un live tous les deux. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un live to live. Donc, on fait comme un DJ set avec nos lives. Et donc, sur le plugin, j'ai fait un truc pour que tu aies un gros pop-up. Et moi, je peux voir la clé dans laquelle il joue. Oui. Lui peut voir la clé dans laquelle je joue. Donc, si je vois qu'il joue, il joue son track, quand il est à la fin, moi, je sais déjà que le mien, il va s'enchaîner parfaitement. Donc, on peut faire des transitions incroyables. Et vu que en plus, c'est pas notre... Tu vois, on joue avec les tracks, on transitionne avec les tracks des autres,
on a cette excitation de ouf parce qu'on se dit waouh, ça va être trop bien et on le met. Et vu que c'est un live, c'est pas DJ set. Lui, il a, je sais pas, le beat et la basse qui continuent. Moi, je peux lancer le lead de mon prochain track et je sais que ça va matcher de fou et donc ça nous motive. Et vu qu'on est motivé, qu'on est heureux, bah, ça se ressent, le public le ressent. Le public fait ce que tu fais. Hein. Si tu es déprimé, il va être déprimé. Hein. Donc les gens sont trop contents. Donc c'est pour ça, là, les dates avec Anto, à chaque fois, c'est une tuerie en ce moment parce qu'on a ce système avec le plugin. Bon, enfin voilà. C'est génial. Désolé, là, je me... Mais non, c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, et ça, c'est un truc, je pense, c'est vraiment un game changer. Il faudrait que... Je pense que voilà, je regardais un peu parce que quand même, je regardais pour le commercialiser ou quoi, mais ça risque d'être un peu compliqué puisque vu que c'est un Max for Live, c'est un peu entre guillemets open source. Tu peux aller voir dedans, même si c'est très très compliqué de comprendre ce qu'il y a dedans, mais bon, des professionnels, ils arriveraient quand même à comprendre, tu vois. Ouais. Mais et puis je pourrais obscurcir le code, c'est quand tu essaies de rendre le code incompréhensible. Ouais. Ah, j'ai pas envie de faire ça, vas-y, c'est bon. Mais donc on verra. Mais en tout cas, ce truc-là, je pense que je vais, ou alors sinon je le donnerai, tu vois. Mon rêve, ça serait d'être en feature sur le site de Ableton. Tu vois, pas le vendre, mais être, tu vois, juste pour la gloire, quoi. Bien tu vois, sûr. C'est bon. Mais en tout cas, ce plugin, c'est un game changer. Vraiment, pour n'importe qui fait du live, c'est un truc. Vous lui avez donné un nom à ce plugin ? Là, en ce moment, il doit s'appeler je l'ai appelé Session Master. Mais voilà. Pas fun, hein. Ouais, mais en fait, oui, mais alors c'est pas fun. Mais j'aime bien que mes plugins, qu'avec le nom du plugin, tu sais déjà exactement ce que ça fait. Non, mais... Tu vois. Mais je vois comment tu réfléchis. Mais c'est important, c'est bien, non? Oui, je comprends. Parce que si je donne un nom trop bizarre, tu vois, il faut que le nom soit, je sais pas, self-explanatory, tu vois, que le nom suffise. Comme les Allemands. Session Master, ok, tu sais que c'est le plugin qui va être un peu le maître de ta session, donc qui va, voilà. Tu fais aussi de l'aviation. Oui. Qui est un truc. Quand je t'entends parler, maintenant je comprends avec cette envie de vouloir un peu tout contrôler. Ouais, le contrôle fric. Mais tu es un artiste. Et un artiste, même si tu fais toutes ces choses, tout ce code, etc., tu as une vraie part de créativité. Est-ce que ça t'aide à avoir une espèce d'équilibre dans ta vie? Ouais. En fait. Moi, des fois, je n'aurais pas dû faire de la musique. Parce que la musique, c'est l'art, entre guillemets, mais pas forcément la musique en elle-même, mais même le business de la musique. C'est un business, tu sais, très, très réseau. Oui. Mais après, je dis ça, en fait, je pense que tout est comme ça. Hein. Même que tu sois ingénieur chez machin ou quoi, c'est toujours du réseautage. Il faut être copain avec machin. On n'est pas trop, ou peut-être que c'est qu'en France ou en Europe, mais la méritocratie, c'est un truc qui n'existe pas forcément. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais c'est vrai que on va dire que dans la musique, c'est encore plus. Oui. Parce que c'est vraiment un métier d'image. La musique que tu fais, je me rends compte maintenant, après, avec de l'expérience, que la musique que tu fais n'a pas tant d'importance que ça. Tu vois, il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens, ils sont très très forts sur les réseaux, ça suffit, tu vois ce que je veux dire, ça suffit pas pour être, ça suffit pour avoir des dates et pour en vivre, tu vois. Et tant mieux pour eux. Encore une fois, je crache pas du tout sur ces gens-là parce que le marketing, tu vois, le talent marketing, le talent de vente, c'est un art, c'est un métier comme un autre, tu vois, c'est un talent comme un autre, c'est juste un talent différent. Mais il y a beaucoup de jeunes qui commencent la musique en disant ouais, je fais de la bonne musique, donc ça va forcément marcher. Non, il y a plein de gens qui font de la bonne musique, tu vois. Il faut savoir, faut faire de la bonne musique, la vendre bien. Il faut avoir la part de chance qui fait que ça va marcher. Bon. Et donc, tout ça, mis bout à bout, c'est vrai que ça rend la musique un peu un truc très, très incertain. Mm-hmm. Tu vois, un métier un peu où rien n'est sûr, tu vois, où tu es toujours un peu sur le fil, tu vois, bon. Et donc, c'est vrai que des fois, j'ai l'envie de contrebalancer ça, d'équilibrer ça avec des choses qui, elles, sont ultra terre-à-terre, ultra tangibles, même si rien n'est vraiment tangible. Hein. Mais voilà, donc c'est vrai que faire de l'avion, là, c'est un truc où, tu vois, tu as des process, tu as ta checklist, tu as ton truc, tu parles à un contrôleur, lui, il sait à peu près ce que tu vas lui dire, donc tu vois, il te répond, tu t'attends à ce qu'il veut, tu vois. Il y a un truc un peu codé, un peu automatisé, un peu bon voilà, et qui est assez quand tu fais une overdose d'art, tu vois, de flou artistique, mais de flou de business, de flou de carrière, tu vois,
t'es content des fois de retrouver des trucs très très terre à terre. C'est pour ça il y a des gens, ils font du jardinage, tu vois, par exemple. Ils ont des métiers où c'est toujours un peu flou, un peu stressant, un peu machin, et donc ensuite ils rentrent chez eux et ils disent maintenant je vais planter des tomates, tu vois, parce que tu creuses la terre, tu plantes ta tomate. Alors on peut dire oui, mais peut-être qu'il va pleuvoir et donc ça va détruire tes tomates, donc c'est un peu. mais ce que je veux dire, ça c'est pour le résultat est un peu aléatoire, mais l'action de faire ton truc, c'est tangible. Ou faire le ménage. Tu sais, je vois souvent, on dit oui, quand t'as pas d'inspiration ou quand ceci ou quand cela, faut faire le ménage. Ouais. Tu fais une pause, tu ranges chez toi. Ouais. Et c'est vrai que des fois, faire le ménage, je pense que c'est cette dose de concret. Ouais. Et en plus, je pense qu'on a encore plus besoin de ça, de cette dose de concret, maintenant qu'on travaille de plus en plus sur des ordinateurs. On est stimulé. Tu vois, que sur des trucs un peu... Même avant, un avocat, un avocat il y a 50 ans, il écrivait sur du papier, où il tapait sur une machine, mais bon, il écrivait, tu vois, il y avait des trucs à toucher. Ouais. Maintenant, c'est des emails. Tu vois. Ouais. Donc, rien que ça, je pense que c'est ça qui crée ce besoin de retour, entre guillemets, à toucher des trucs. C'est un peu comme les enfants, quand tu éduques les enfants. Faut pas qu'ils touchent un téléphone tout le temps. Ouais. Il faut leur mettre les mains dans la terre et tout, parce que ça développe leur préhension et ça développe des connexions entre certains neurones qui sont très importants. Et ben, je pense que quand tu vieillis et que tu as passé 30 ans à être que sur un truc vide, un ordinateur, c'est comme si tu avais perdu ces connexions qu'on t'a donné quand tu étais petit. Tu vois. Donc, bon, voilà. Bon, là, j'ai fait une super longue réponse pour un truc que j'aurais pu dire en 2 phrases, mais en gros, oui, j'ai besoin de... C'est vrai que c'est intéressant voilà, quand tu fais un métier qui est très très aléatoire, très très tangible, de te raccrocher des fois, d'équilibrer avec des trucs qui sont ultra carrés, ultra terre à terre, et l'aviation c'est quand même très carré parce que il y a beaucoup d'accidents, il y a quand même pas mal de morts en aviation générale, hein, et si tu fais une erreur, tu meurs. Moi, j'ai déjà eu presque un accident fatal. Déjà, tu vois, j'ai 160 heures de vol. Et en plus, c'était de ma faute, hein, erreur de pilotage, erreur de jugement, plutôt. Pas une erreur de pilotage, mais une erreur de jugement. Mon pilotage était assez bon. Mais tu vois, la moindre erreur est fatale. Donc, il faut vraiment... Ah ouais, non, faut être concentré, faut pas faire... Voilà. C'est pas l'artiste, hein, là. Voilà, c'est ça, ouais. C'est bon, là, t'as plus envie. Je voulais te dire, si tu peux venir faire un vol avec moi. Alors, c'est bon, je lui ai coupé l'envie complètement. Là. C'est bon. J'ai un papa pilote. Alors, ah bon, ça va. Bon, c'est bon, alors. Mais non. Jamais là-haut avec un artiste. Bon, t'as pas de plugin pour eux. Ouais, ça va. Non, mais ça va. Je suis quand même compétent. Okay. Est-ce que ça t'arrive de douter? Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des gros doutes sur ta carrière? Ouais. Vas-y, je te laisse finir. Non, c'est ça. À couper les gens quand ils me posent des questions. Non, arrête, t'inquiète pas. Parce que j'ai envie de répondre le plus vite possible. Oui. Non, de toute ta carrière. Ouais, des tonnes de fois. J'aurais pu abandonner 200 fois. Franchement, vraiment, j'y pense tout le temps. Même il y a 1 an, j'étais en mode, c'est bon, ça m'a saoulé, j'ai envie de faire autre chose, tu vois. En fait, tu sais, des fois, je me demande si je perds pas un peu mon temps, tu vois, à faire de la musique, à faire ces trucs-là. Et si j'ai pas un peu... j'aurais pas... eu plus de potentiel, tu vois, à faire autre chose, tu vois. Il y a plein de métiers qui m'auraient plu, ou des trucs d'ingénieur, mais moi, je pense que j'aurais été un bon avocat, tu vois, j'aurais bien aimé faire ça, avocat. Il y a plein en fait, j'aurais bien aimé faire pas mal de trucs. Et le truc, c'est qu'en fait, quand je m'intéresse à quelque chose, j'étais assez médiocre dans mes études. J'ai fait des études d'ingénieur, mais j'étais assez médiocre parce que ça m'intéressait pas tant que ça. Enfin, je m'en foutais en fait. Mais par contre, quand je m'intéresse à quelque chose, j'y arrive. Tu vois, je suis assez. Tu vois, de construire des maisons à faire du marketing là, que c'est mon nouveau dada là en ce moment. Ah ouais. Mais voilà, tu vois. Donc en fait, c'est un avantage et aussi un inconvénient parce que le fait de pouvoir faire trop de trucs, ça te. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve en musique. Tu sais, avant, allez, petite digression. Avant, tu vois, t'écoutes les Beatles, ils enregistraient un truc, il y avait une guitare, une batterie, un enregistreur 4 pistes et c'était fini. Ouais. Et le fait de devoir te resserrer et t'avais des limites, tu devais tirer la quintessence du peu que tu avais. Oui. Et maintenant, on est sur l'ordinateur, on peut faire de la musique. Là, je dis ça pour la musique, ça marche avec plein de choses, mais tu peux faire de la musique et donc tu peux mettre autant de pistes que tu veux, autant de plugins que tu veux, autant d'amplis que tu veux, autant de distorsions, autant d'effets, autant de trucs. Tu vois, et tu te retrouves un peu à utiliser à 5% tout un tas de trucs. Et en fait, tu finis avec un brouhaha, pas un brouhaha, mais tu vois, avec un truc un peu flou, un peu... Bon. Et c'est vrai que des fois, il y a des artistes qui font ça, et moi, je pense que je ferai ça aussi dans mes prochains projets, c'est de resserrer les choses, dire je vais faire un album avec que cette boîte à rythme, que ce synthé, que ce truc. Et en fait, ça va te permettre d'en tirer la quintessence, de faire un truc plus pur.
Oui. Tu vois. Et donc, c'est un peu une analogie d'une personne qui serait capable de faire plein de choses et qui, au final, se perd dans plein de projets, tu vois, et un peu trop... voilà, et plutôt que quelqu'un qui est très très bon à une chose et qui va l'amener, qui va devenir champion du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. C'est un peu cette analogie avec la musique. Il se passe des choses dans ta tête quand même. Ça réfléchit tout le temps. Tu conduis à tes gigs souvent ? Ouais. Quand c'est à moins de, je sais pas, 5 ? Ouais, 5-6 heures. 5-6 heures, pourquoi ? Parce que j'aime bien être chez moi. En fait, c'est vrai que j'aime bien être chez moi. J'aime bien passer le dimanche avec mes enfants, tu vois. J'essaie d'être le plus présent pour les enfants possible. Parce que c'est vrai qu'eux, la semaine, ils sont à l'école. Ah oui. Et puis moi, le week-end, je suis pas là. Donc, j'essaie... tu vois, dans mon cas, j'ai un agenda journalier, tu vois, et j'ai toujours du temps dédié pour jouer avec les enfants. Ouais. Et c'est vrai que des fois, je sais pas, si j'ai une date à Lyon et je joue samedi de 1h à 3h du matin, et à 3h30, quand j'ai fini, à 4h du matin, je suis dans ma voiture et j'arrive chez moi à 10h, tu vois. Ah oui. Et donc, je dors pendant 2 heures, je me lève à midi et puis je peux manger avec les enfants. Souvent, j'ai des gens qui viennent à la maison. Ouais. En fait, j'aime bien faire l'aller-retour. J'aime bien conduire de nuit. Ouais. Et puis, quand il n'y a personne, et puis au moins, je suis un peu dans mon timing, tu vois. Si jamais j'ai envie de dormir et tout, je dors. Si je suis en pleine forme, j'ai envie de me casser, je me casse, tu vois. Alors qu'avec l'avion, il faut... C'est vrai que le temps de trajet en avion, je sais pas, un Lausanne-Paris, tu vois, bon, ok, ça va être rapide, mais sauf qu'il faut que j'aille à l'aéroport, il faut que j'attende, même si j'ai les statuts, je suis en platinum, tu vois, j'attends pas trop, tu vois, mais rien que ça, il faut que j'attende, faut machin, l'avion est en retard, machin, bon, ok. Ouais, je comprends. T'arrives sur place, j'arrive à Charles de Gaulle, ok, il y a 2 heures de bouchon pour rentrer chez moi, super, tu vois, enfin, bon, j'exagère un peu, mais ça m'est déjà arrivé de mettre 3 heures pour rentrer chez moi de Charles de Gaulle, tu vois, j'aurais pu être en Auvergne, quoi. Mais... donc voilà, et donc en fait je me dis quand je conduis, je pars quand je veux, je roule de nuit, il n'y a personne, j'ai la voiture qui conduit à peu près toute seule, tu vois. Si je veux partir avec des potes, c'est facile, j'ai des places, juste à dire qui veut venir, vas-y, on vient, tu vois. C'est pas faut que j'achète des billets d'avion en plus, donc il y a beaucoup d'avantages, il y a bien entendu des désavantages, c'est fatigant, il y a le risque d'accident, il y a plein de désavantages, mais il y a aussi des avantages. Oui. Et ça implique aussi une certaine sober life. Ouais, c'est clair. C'est quelque chose que... Ouais. Oui. En fait, si je... Tu conduis, t'es obligé. C'est clair, si je conduis, là, surtout que je fais pas des petits... Enfin, j'allais dire, je fais pas des petits trajets. Même si tu fais des petits trajets, il faut éviter de boire. Oui. Et je n'ai jamais fait ça. Mais c'est pas mon style. Mais c'est vrai que si tu... Ça rend les... Ouais, il y a moins de... Tu vas pas te bourrer la gueule. Souvent, je dis aux gars, bon, vas-y, je bois une bière. Et puis voilà. Mais eux, ils font ce qu'ils veulent derrière. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pas plus mal parce que... je sais pas, te bourrer la gueule tous les week-ends, tu te bourres la gueule, tu dors pas, tu vois ce que je veux dire, la semaine, les gens pensent que tu dors, mais la semaine, moi je bosse, j'ai pas de temps libre, je bosse tout le temps, tu vois. C'est pas une vie, ça, tu peux tenir au début, comme tu tiens pendant 2 ans, 2, 3 ans, ça, le corps, il arrive quand même à prendre, mais il y a un moment, et puis il y a un moment où tu fatigues, et en plus de ça, tu vieillis, donc quand tu vieillis, tes minimums sont de plus en plus petits, donc non, c'est clair qu'il faut pas, je bois pas, mais bon, c'est aussi, comme je te dis, c'est aussi bien. Des fois, je préfère être chez moi. Je suis là chez moi le dimanche, je peux passer l'après-midi avec mes enfants. Puis je connais des gars qui ils font la fête le samedi et ils ont leur avion le dimanche à 18h et puis ils arrivent chez eux à 21h. Bon, moi après, je sais pas s'ils ont pas de famille, pourquoi pas, mais même ça, tu sais, glander toute la journée à l'hôtel à rien foutre, ça m'emmerde, quoi. Tu vois, je préfère être chez moi et m'occuper d'autres projets, d'autres trucs, quoi. Tu parlais du marketing comme ton nouveau dada. Fou, quoi. Du marketing. Quelle est la place du marketing des réseaux sociaux dans ta vie d'artiste ? On va dire que c'est à géométrie variable. Ouais. Il y a des fois où c'était assez grand, il y a des fois où pendant 2 ans, j'en ai plus rien à foutre et je deviens un fantôme, quoi, tu vois. Ce qui est très mauvais, parce que c'est pas bon pour le business, quoi, tu vois. Comme on disait, la musique... et l'image. Est-ce que la musique est au service du marketing ou le marketing au service de la musique, tu vois. Mais là, j'ai un peu relancé les choses. J'ai eu l'autre jour, je revenais de l'aérodrome et je me disais, bon, Franck, tu bosses sur des réseaux et tout. Ouais. Et il faudrait que je me mette ça comme un nouveau challenge, tu vois. Ouais. Moi, je bosse que par challenge. Voilà. Donc, et donc, je m'étais dit, vas-y, il faut que tu atteignes 100 000 followers en X temps. Et je m'étais dit, vas-y, et pour une fois,
Maintenant, t'es vieux, t'as un peu de trésorerie sur ta boîte, tu peux mettre un peu de budget marketing, mais intelligent. Ouais. Je veux pas, faire du pay to win, quoi, payer, avoir des faux fans ou des trucs puis détruire mes pages. Enfin, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Moi, je veux toujours faire les choses de manière qualitative. Ouais. Et donc, je me disais, bon, il faudrait que tu trouves un concept. En fait, moi, j'ai pas envie d'être un clown. Tu vois. Et donc, quand t'as pas envie d'être un clown, c'est difficile, les réseaux. Même me filmer chez moi. Tu sais, on me disait toujours, ouais, mais vas-y, filme-toi en studio, tu mets la caméra, t'écoutes ton dernier track et tu t'enjailles et tout. Mais c'est tellement fake. Enfin, personne, ça m'arrive de faire ça en studio des fois quand je suis sur un truc et que je suis content, mais je suis en mode, tu sais, je suis content intérieurement, je suis en mode ok, c'est bien, continue et tout, je m'encourage, mais je vais jamais taper des exagérations. Tu vois les artistes qui font ça, mais c'est, après je suis peut-être un vieux con ou j'en sais rien, mais je trouve ça un peu malaisant, un peu cringe, quoi, tu vois. Ouais, voilà, ça c'est en mode, ça fait tellement, voilà, c'est un peu la clownerie. Alors, il y a deux trucs. Soit t'es un clown, soit t'es hyper critique, tu sais, genre négatif. Ouais, ça, c'est pas bien, ça, c'est machin. Vas-y, j'ai pas envie de faire ça non plus. Le but, c'est quand même... Les gens regardent les réseaux pour se détendre, c'est pas pour être stressé. Ouais. Tu vois, le monde est déjà assez relou comme ça. C'est en plus pour qu'on t'en remette des couches, tu vois. Des fois, t'es un peu à saturation, quoi. Oui. Donc, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et en fait, en revenant Allez, je te fais la version longue. Non, mais le podcast va durer 3 heures. Là. Non, je te fais la version longue. Donc, en fait, il y a un gars un Américain il doit travailler chez Boeing ou un truc comme ça. Il fait la maintenance des avions, mais c'est des avions de ligne. Ouais. Et en fait, j'avais vu ce mec-là, il avait une espèce de rengaine, de running gag, comme on dit quand on a 80 ans. Et donc, il disait... n'ayez pas peur quand vous entendez ce bruit-là dans un avion. Donc, il commence par une explication technique, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui. Et après, il part sur genre un truc sur le Seigneur des Anneaux. Oui. Et il fait un monologue. Il dit, ouais, tu vois, c'est un peu comme quand Frodon traversait, machin. Enfin, tu vois, il te raconte un des trucs qui n'a aucun sens. Oui. Et à la fin, il dit, donc voilà, donc c'est pour ça que ça fait ce bruit-là quand on rentre les volets. Tu vois. Bon, ça n'a aucun sens. Et je trouvais ça cool, tu vois. Je me disais, il y a un peu de dérision, c'est fun, mais le mec, mais t'apprends quand même quelque chose, tu vois. Enfin, voilà. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Vu que moi, je fais plein de projets, aussi bien coudre des capes pour les enfants, tu vois, faire des déguisements, faire de la couture, ou faire de l'avion, ou faire des contrôleurs, ou faire de la musique. Enfin, tu vois, j'ai des tonnes de centres d'intérêt. Et ben, je me disais comment je pourrais faire pour utiliser ça. Et donc, je me suis dit, ok, je vais faire un concept où à chaque fois, je dis aux gens, bon, aujourd'hui, mon management m'a demandé de vous parler du prochain single et tout. Et en fait, je pars et en fait, je dévie complètement sur quelque chose qui n'a aucun rapport. Et à la fin, je dis bon, ok, je devais vous parler de single, mais pour la prochaine fois. Et donc, en gros, quelqu'un qui me connaît pas, il sait direct que je suis un gars qui fait de la musique. Oui. Potentiellement, le contenu peut l'intéresser, tu vois, si c'est, je sais pas, je fabrique quelque chose, voilà. Mais et si vraiment il trouve ça cool et qu'il est un peu curieux, il va dans ma page, il va trouver d'autres trucs où il va trouver quand même de la musique. C'est quand même mon métier, c'est quand même mon cœur de ma passion, mon métier. Mais il va quand même trouver de la musique. Mais tu vois, je trouvais ça un peu plus, je trouvais ça une manière intéressante, sans être un clown, de faire du contenu un peu qualitatif où je montre ce que je fais, donc ça me ressemble vraiment. Ouais. Donc c'est véritable, tu vois, c'est pas du fake. Je montre ce que je fais, ça me ressemble vraiment. C'est qualitatif, et puis ça sera toujours différent parce que ce sera toujours des projets un peu différents, mais c'est pas mon énième, voici mon nouveau single, et puis t'écoutes le truc et on s'en bat les couilles. Tout le monde fait de la musique, il y a des singles qui sortent, il y en a 150 000 tous les vendredis, c'est bon, on a compris, tu vois, on a saturé, on s'en fout, quoi. Donc voilà, je me disais, je vais essayer de faire un projet un peu comme ça. Ça marche bien en ce moment, franchement, je suis assez content et on verra. En tout cas, ça me plaît. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que les réseaux avant, ça me plaisait pas tant que ça me saoulait. Et là, ce concept-là, je trouve ça cool. Et voilà, comme je trouve que ça me ressemble. C'est pas de la clownerie. Je pense que je re-regarde les vidéos dans 10 ans, j'en suis fier, tu vois. Ah oui, elles sont super. Et voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu ASMR, un peu avec une voix un peu en speech, tu vois, en voice-over. Et puis, alors il y a des trucs, et puis je raffine, tu vois, vu que je le fais comme un projet d'ingénieur, j'ai des tableaux Excel avec 160 colonnes. Et donc, je regarde toutes mes statistiques, je regarde pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, le nombre de si, le machin. Et donc là, j'ai déjà changé un petit peu mon script parce que quand même, tout est réfléchi. Les vidéos, je mets un temps fou pour les faire. Alors que ça dure 1 minute. Et putain, j'ai passé 6 heures à réfléchir au truc. Ouais. Mais voilà, donc c'est un peu mon obsession du moment. Mais je trouve ça cool. J'ai jamais aimé vraiment les réseaux sociaux, j'ai jamais été machin. Et là, ça commence à me plaire. Et encore une fois, c'est toujours le fou la poule. Est-ce que j'aimais pas les réseaux sociaux parce que j'avais pas de succès dessus, ou est-ce que j'ai pas de succès dessus parce que j'aimais pas les réseaux sociaux, tu sais pas, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais j'essaie de pas trop réfléchir à ça. Je réfléchis beaucoup au concept, mais pas trop au pourquoi du comment. Ouais. Et là, ça me plaît. Ça te ressemble, hein, vraiment. Hein, cool. Ouais, voilà, tu vois. On te retrouve parfaitement. C'est
Donc voilà. Donc ça peut être aussi bien une vidéo sur moi qui fabrique un contrôleur. Donc on va avoir des images de musique, ou sinon moi qui conduis la nuit. Ou là, une des prochaines que je vais sortir, parce que j'ai 85 scripts d'avance. Mais une des prochaines que je vais sortir, c'est une où je suis à la ferme aux États-Unis. Ma femme est américaine. On a une ferme aux États-Unis. Donc c'est une où je suis à la ferme aux États-Unis. Ferme de quoi? Alors une ferme de non, c'est du maïs et des haricots, tu vois. Donc on est là, c'est de la haute qualité. Non, mais puis c'est du maïs. Pas pour les humains, quoi, du maïs pour l'industrie, enfin, tu vois, ouais, c'est pour faire du sirop, quoi. Tu fais des trucs tellement différents. Ouais, c'est ça. Mais donc, tu vois, dans cette vidéo, je dis, je suis un artiste, je devais vous parler de mon prochain truc, mais au final, et puis là, je pars sur la ferme, tu vois, je conduis une moissonneuse bateau, ça n'a aucun rapport, tu vois. Mais je trouve ça marrant, et je pense que, voilà, quelqu'un qui est curieux dira attends mais ce mec là fait de la musique, et puis il peut aller écouter, et puis voilà. Tu vois, si je sponsorise les posts où je cible les trucs, je peux cibler, par exemple là j'ai fait des posts où je fais beaucoup d'impression 3D, je montre des trucs que je fais, des designs. D'ailleurs, Fusion 360 m'a envoyé des messages et tout, ce qui est incroyable. C'est l'équivalent de Ableton pour la conception. Et en gros, je peux cibler, si j'essaie de pousser le contenu, parce que maintenant c'est obligatoire de sponsoriser. Moi, je veux le faire intelligemment. Donc, je vais sponsoriser des gens qui aiment le DIY. Mais qui aime la techno, et je me dis, un mec qui aime la musique électronique et qui aime le DIY, il peut que m'aimer, tu vois ce que je veux dire. Et pareil, si je fais un contenu où c'est plutôt de l'avion, je vais essayer de sponsoriser sur des gens qui aiment bien l'avion et qui aiment bien la musique. Pareil, je pense qu'ils peuvent que m'aimer, tu vois. Voilà, donc j'ai toute une vision du truc, j'ai un espèce de plan là sur 6 mois, donc on va voir si ça marche. On va compter, hein. On va mettre des tableaux, Joachim. Mais c'est vrai que voilà, je me disais, tu vois, là, j'ai acheté un avion avec ma boîte pour faire mes déplacements, tu vois. Et je me disais, tu vois, quand je vois combien j'ai mis dans un avion, alors que combien je pourrais booster ma page avec un concept intéressant comme ça, parce qu'il ne faut pas que ce soit de la clownerie ou du pay to win, mais avec un truc intéressant, combien je pourrais booster ma page pour 10% du prix. Et après, c'est un investissement que je pourrais récupérer. Parce que si je deviens plus connu, les gens me paieront plus, je vendrai plus de tickets. Alors qu'acheter un avion, c'est pas ça qui va faire vendre des tickets. Non, mais c'est pour le plaisir, ça. Voilà. Donc il y a les investissements intelligents. Et donc là, tu vois, au bout de 15 ans de carrière, je commence à m'intéresser à ma carrière. C'est pas mal. C'est un peu ridicule. Si j'avais fait ça il y a 10 ans, ça serait peut-être différent. Mais bon. Quelle est l'importance? Réponse d'un quart d'heure, quoi. Arrête, c'est super. Quelle est la place d'une team dans ta carrière? L'importance d'avoir une bonne team dans ta carrière? Parce que j'ai eu un peu de tout, hein. Non, je plaisante. Une bonne team, c'est important. En fait, il y a plein de trucs que tu pourras... Je pense que l'impulsion... En fait, là, quand je parle, cette réponse, elle peut aussi un peu donner des conseils à des gens qui se lancent un peu, ou qui ou même quand ça fait 5 ans que tu y es, tu te lances encore, tu vois, qui n'ont pas l'expérience. Il faut ne compter sur personne. Okay. Tu peux pas te reposer sur ton management ou sur ton booker. Booker peut-être un peu plus, mais tu peux pas te reposer sur des gens. Ouais. Il faut que ta carrière, c'est ta carrière. Il faut être le moteur de ta carrière. Ouais. C'est un truc que j'ai compris il y a longtemps, ou que tu vois, mais que je commence vraiment à mettre en œuvre. Ouais. Mais tu peux pas, il faut pas compter sur les autres en disant ok, c'est bon, je suis avec tel gars, tel booker, tel truc, et c'est eux qui vont faire le taf. Tu vois, il faut que tu sois moteur de ta carrière. Donc si tu as un projet que tu veux faire, faut pas dire j'aimerais bien faire du merch. Et après t'attends. Et t'auras jamais de merch. Ouais. Tu veux faire du merch, fais ton merch. Ouais. Et à la limite, pour toutes les tâches, tout ce qui va graviter autour de ce merch, souvent ton management, il va être hyper compétent pour toi, tu as eu l'idée de faire ça, de faire ci, machin. Ok, attends, moi je connais tu vois, ils vont se renseigner sur de la logistique, sur tout. Oui. Mais l'impulsion, là, c'est peut-être un mauvais exemple, mais je donne cet exemple. Oui. L'impulsion de faire du merch, tu vois, l'impulsion de faire un projet, de faire un album, de faire quoi que ce soit, il faut que ça vienne. Et surtout quand tu débutes, si ça fait 15 ans que tu es là, que tu rapportes, entre guillemets, que tu rapportes déjà un peu de l'argent, les gens vont bosser plus. Mais quand tu débutes et que tu rapportes 0, il faut que tu... Donc en gros, il faut compter sur toi-même, et que toutes les impulsions, que l'identité, que ça vienne de toi. Parce que aussi, si tu écoutes, il ne faut pas trop écouter les gens. Il faut les écouter. Il faut écouter ton équipe parce qu'ils ont fait des erreurs, ils connaissent les erreurs que tu vas faire, et donc ils vont essayer. Mais d'un côté, si tu les écoutes trop, tu risques de perdre ton identité, de diluer ton identité, ce qui fait que tu es unique. Et donc, parce que la plupart du temps, le management, c'est du business, ils ont raison, et c'est eux qui vont... Et ils vont voir ce qui marche, ils vont dire, OK, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Ils vont avoir un côté un peu moins artistique.
Et il n'y a que l'artiste qui sait exactement ce qu'il a envie de faire. Donc, il faut cultiver sa vision, dire, OK, ma vision, c'est ça. Et donc, il faut tout faire pour coller à cette vision. Ouais. Mais c'est un équilibre très difficile à avoir parce que si tu n'écoutes pas du tout les gens, déjà, ils peuvent se braquer, mais humainement. Mais si tu n'écoutes pas les gens, tu peux faire des erreurs que tu aurais pu éviter. Mais si tu écoutes trop les gens, tu risques de perdre. Donc, en fait, il faut réussir, pour tout ce qui est artistique, il faut rester ferme sur ce que tu aimes, sur ce que tu as envie. Mais pour tout ce qui est logistique, droit, tout ça, tu vois, il faut aussi faire confiance. Je comprends. En vérifiant quand même, parce qu'il y a des margoulins. Mais on apprend à ses dépens. Mais en tout cas, voilà, c'est très important d'avoir une team. Il y a une tonne moi, il y a un milliard de trucs que je peux pas faire tout seul. Ou des idées qui viennent de... Tu vois, il y a plein de trucs. Mais c'est important quand même que le cœur atomique du projet reste... voilà. C'est primordial, bien sûr. Voilà. Ouais, mais c'est... Oui, mais il y a des gens... Tu sais, quand on le dit comme ça, c'est évident, mais quand tu es dedans, des fois, tu t'es un peu perdu, et puis tu as des doutes, et puis tu as fait un truc qui marche pas, donc tu essaies de te raccrocher. Enfin, tu vois, non, il faut tenir la barre. Je vois beaucoup d'artistes, et je vois que c'est pas eux, c'est pas elles. Tu vois que c'est le management qui est derrière. Ouais, c'est ça. Ça a complètement changé de DA, ça devient vachement plus commercial, ça marche, mais... Alors après... Ça, c'est la différence entre... Ah oui, parce que moi, je parle d'artistes, mais c'est la différence entre les artistes et les produits. Le produit, ça veut dire que tu vas être, en gros, la façade de quelque chose qui va être façonné par une équipe, que ce soit une équipe marketing ou machin. Il y a plein de DJ qui sont comme ça. Ils sont sortis de nulle part. Et c'est, moi, je le vois à l'envers du décor. Et tu vois, c'est en fait, tu as toute une équipe derrière. Donc voilà, il faut vraiment faire la différence entre guillemets, être un produit, ce qui n'est pas forcément un mal. Il n'y a pas de jugement de valeur. Moi, je suis un robot. Hein, donc voilà. Mais par contre, voilà, quand tu es artiste et que tu as une vision artistique, un projet, quelque chose que tu veux défendre, il faut tenir la barre. Et le public le ressent quand quelque chose est véritable et tout. Mais bon. Et encore une fois, tu peux être véritable, sincère, avoir la meilleure musique du monde et bider. Oui, oui. Tu vois, il y a l'artistique et le marketing, quoi. Et donc, les deux peuvent aller de pair, quoi. Mais bon, c'est pas facile, quoi. La vie est dure. La vie est dure, ouais. Dernière question. Allez. C'est pour on va c'est finir. Bon, c'est bon, ça va. Je t'ai dit, t'as trop bien géré. La place de la famille dans ta vie? La première place. Ah bah ouais, moi c'est ma famille, mes enfants avant tout, quoi. Enfin, j'ai pas de... Tu arrives, c'est quand même compliqué comme emploi du temps. C'est compliqué, ouais. Bah oui. C'est vrai que comme on disait, ils sont plutôt là le week-end et moi je suis plutôt pas là le week-end. Mais après j'essaie moi j'essaie d'être ultra impliqué avec les enfants. Tous les jours on fait des leçons. Tu sais, je leur fais à l'école, en fait, à la maison, presque. Enfin, tu vois, en complément, tu vois, pour savoir lire, savoir compter. On fait plein d'exercices, plein de trucs, tu vois. Mais c'est fun. Parce que je leur donne... Tu leur cries pas dessus. Non. 3 plus 3. Non, mais là, ils font des divisions et tout. Enfin, tu vois, mais je leur donne je leur donne des bonbons. En fait, moi, je marche à la récompense. Je pense que c'est très important que les enfants aient confiance en leurs parents. Oui. Et pour que les enfants aient confiance en leurs parents, il faut que les parents ne mentent jamais. Ah, oui. Donc, il faut toujours, si tu dis attention, je vais te punir, il faut punir. Allez. Mais si tu dis si tu fais ça, t'auras ça. Oui. Faut pas louper une fois. Oui, c'est vrai. Parce que si tu loupes une fois, tu peux casser un peu un lien de confiance. Enfin, ça peut, tu sais, des fois, un détail qui, toi, en tant qu'adulte, te paraît insignifiant, pour un enfant peut être, c'est la fin du monde, tu vois. Et donc voilà. Et c'est vrai que je marche beaucoup à la récompense. Et donc, quand ils étaient plus petits, quand ils avaient entre 2 et 4 ans, pour faire des exercices, je leur disais, on prend des bonbons. Et puis, j'en prends un que je coupe en 10. Hein. Enfin, tu vois, je fais des petits bouts de bonbons, quoi. Et en gros, on faisait des exercices, on apprenait les lettres, on apprenait l'alphabet, on apprenait à lire. Enfin, on faisait plein de trucs. Et à chaque fois, quand tu réussissais, t'avais un bonbon, quoi, tu vois. Mais, et donc maintenant, ils s'en foutent un peu des bonbons, mais ils adorent, tu vois. Pour eux, aller faire l'école, faire ça, c'est un truc positif, c'est cool. Oui. Ils apprennent des trucs, ils sont trop contents, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, j'avais vraiment envie de leur inculquer ça. Mais et aussi, alors, autre que apprendre des trucs, j'essaie toujours de jouer. J'ai des Lego en masse, j'en achète des kilos. Mais c'est pour toi ou pour eux? Non, c'est pour eux. Mais je devrais pas le dire, mais j'achète des Lego en Chine. Voilà, j'achète des contrefaçons. Non, c'est pas des contrefaçons, mais j'achète pas mal de trucs en Chine. Mais parce que les Lego maintenant, c'est devenu un produit de luxe, quoi. Ça coûte. Et puis moi, vu qu'ils veulent en faire tout le temps, bon. Mais donc j'achète, tu vois, j'ai plein de trucs comme ça. J'essaie vraiment d'avoir plein d'activités avec eux, de les emmener, tu vois. Voilà, dans les activités. Et puis aussi de les pousser. Un truc aussi important, c'est de les pousser à avoir plein d'amis.
Ah oui. Tu vois, et de dire, venez, on invite machin pour l'anniversaire. Tu sais, des fois, c'est, mais ils ont que 3 ans. C'est pas grave, ils ont 3 ans, on invite tout le monde. Et les enfants, tu vois, c'est important qu'ils aient des amis qui comprennent. Je pense que c'est important quand tu as 5 ans, de comprendre qu'il ne faut pas avoir peur d'aller parler à un ami. Tu vois, quelqu'un que tu vois dans la cour qui est tout seul, tu vas lui parler, ça devient ton pote. Je pense que c'est des trucs, 20 ans. Dans 15 ans, peut-être on verra des répercussions et ils seront pas trop timides ou ils seront pas, tu vois, et ça peut les aider dans la vie, tu vois. Moi, j'ai rencontré ma femme dans un bar, tu vois. On était à Barcelone en vacances, je la trouvais pas mal, tu vois, on va dire. Pas mal. Et donc, elle était pas mal. Et donc, je suis allé lui parler, tu vois. Mais peut-être que si j'étais pas allé lui parler, j'aurais une vie totalement différente, peut-être mieux, peut-être moins bien, tu vois, peu importe. Mais en tout cas, je pense que c'est. Donc voilà, donc j'essaie d'inculquer un peu tout de toutes mes expériences, j'essaie de leur donner ça. Mais bon, c'est pas facile, quoi. Mais voilà. Mais tu y arrives. Ouais, faut leur gueuler dessus tout le temps. On perd des points de vie, mais au final, eux, ils sont bien. Vois, c'est ça, c'est un peu. Mais bon, tu choisis de faire des enfants, il faut les assumer jusqu'au bout, quoi. Tu vois. Donc. C'est super. Ton album est dispo de partout. 10 tracks, ouais, je crois. Je vous invite à l'écouter. Est-ce que tu as des dates à venir qui sont importantes? Oh là là. Ouais, il y en a plein. Mais sinon, vous allez sur plein de dates, sur ton Insta, il y a la tour date. Voilà, allez. Ouais, c'est ça. Et puis... Je me souviens jamais, en fait. Non, mais c'est normal. Hein. T'inquiète pas. Alzheimer. Merci pour tout, Joachim. Merci beaucoup pour l'invitation.